Connais-tu l'Ayurveda? Peut-être que tu as déjà entendu parler de massage ayurvédique ou encore d'alimentation ayurvédique, mais c'est un domaine assez flou. Et peut-être que tu ne vois vraiment pas comment on peut l'appliquer dans notre vie. Alors je te propose de rester bien ici, car dans cet épisode, Rwandi, Santosha Yoga Ayurveda sur Instagram, nous partage sa passion pour l'Ayurveda. Et tu vas aimer cet épisode si tu souhaites découvrir ce qu'est l'Ayurveda, ses origines, découvrir la prakriti, c'est-à-dire le principe de l'équilibre garant d'une bonne santé, et le vrikriti, celui du déséquilibre qui va conduire à la maladie. Rwandi nous détaillera également les doshas, les constitutions, mais on ne s'arrête pas là. On passe de la théorie à la pratique, car Rwandi va nous accompagner pour nous donner des conseils pour appliquer certains principes et certaines pratiques dans nos vies modernes et actuelles qui sont, on le sait, très remplies. Mais on verra comment justement l'Ayurveda peut nous aider à équilibrer un petit peu tout ça. Nous évoquerons également l'alimentation et enfin on parlera bien évidemment, vous vous en doutez, de yoga et nous verrons comment certains principes de l'Ayurveda peuvent s'allier à notre pratique. Alors sans plus attendre, je vous invite à glisser tranquillement dans la discussion. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Yogi's Alive Podcast et aujourd'hui j'ai l'honneur d'être avec une invitée un petit peu spéciale, Rwandi, qui va nous parler d'Ayurveda. C'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé sur ce podcast et que je trouve super intéressant. Et je pense que Rwandi est la personne idéale pour nous expliquer un petit peu ce qu'est l'Ayurveda et les liens qu'ils peuvent avoir avec le yoga. Donc sans plus entendre, je vous présente Rwandi. Bonjour, comment tu vas ? Bonjour Isa, ça va très bien et toi ? Très bien, je suis ravie que tu aies accepté que tu sois là aujourd'hui. Je pense que ça va être un épisode super intéressant, tu vas pouvoir nous apprendre plein de choses. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer comment toi, est-ce que tu as découvert l'Ayurveda ? Qu'est-ce qui t'a plu dans cette pratique ? Absolument, et je voulais vraiment te remercier aussi de m'avoir invitée. C'est un plaisir pour moi d'être là avec toi aujourd'hui pour parler de mes passions, yoga et l'Ayurveda. Alors en fait, j'ai commencé une reconversion il y a 3 ans. Auparavant, en fait, j'ai fait des études commerciales, j'ai fait une école de commerce, j'ai travaillé dans des grands groupes pendant 14 ans. Mais il y avait quelque chose qui manquait. Moi, dans ma vie professionnelle, je sentais que j'étais pas forcément alignée avec mon chemin de vie qu'on appelle le dharma. Mon yoga et mon ayurveda. Ouais. Ensuite, j'ai eu mes enfants et j'ai revu un peu mes priorités. Avec l'arrivée de mes enfants, je voulais passer plus de temps avec eux pour profiter plus d'eux, en fait, parce que l'âge de la petite enfance, ça passe vite. Et du coup, j'ai pu revoir un petit peu qu'est-ce que j'avais envie de faire de ma vie, qu'est-ce que j'ai envie d'approfondir. Et le yoga et l'ayurveda, ça fait très longtemps que j'y pensais. J'ai repoussé un peu l'appel. Ouais. Finalement, je me suis dit, c'est le moment. Et je me suis plongée en fait dans des études qui se continueront à vie parce qu'il y a tellement de choses à apprendre. Et du coup, j'ai fait ma formation de yoga pour être professeure de yoga. Ensuite, parallèlement, j'ai commencé aussi mon école d'Ayurveda pour être praticienne en Ayurveda et je continue à me former toujours sur différents sujets. Alors, l'Ayurveda, il faut savoir que c'est la médecine traditionnelle indienne. C'est pratiqué dans beaucoup de pays du sous-continent indien. D'accord. Le Népal, le Bhoutan, le Sri Lanka, plein de pays. Et du coup, moi, je suis originaire du Sri Lanka. Je suis du Sri Lanka, j'ai vécu mes 10 premières années là-bas, sans forcément parler de l'Ayurveda. Dans la vie de tous les jours, on pratique l'Ayurveda. Et oui. Ça attrape un rhume. Mes parents, ils vont me faire des tisanes avec de la coriandre et plein de choses. Ok. Et en fait, c'était vraiment intégré en fait dans la vie de tous les jours. Ok. Exactement. C'est un vrai mode de vie. On mange certaines choses à certains moments, tu vois, certaines épices. Je me rappelle mes parents qui me disaient « Ah, surtout, ne mange pas ça en ce moment, t'as ce truc-là, donc ça, ça va réchauffer ton corps. » Moi, je les écoutais pas. Ça me motivait de les entendre parler comme ça à l'époque. Ces trucs de grand-mère, de gris-gris, tu vois, enfin, je pensais comme ça. Et au fur et à mesure que je me suis plongée en fait dans ce nouvelle espèce de mode de vie, tu vois, où je voulais aussi me rapprocher plus d'une alimentation plus saine, un mode de vie plus sain. Tout ça, ça fait du sens en fait. Oui. C'est vraiment à une autre dimension. Du coup, aujourd'hui, dans ce que je fais, je me sens vraiment alignée. Au début, quand j'ai repris mes études en yoga et ayurveda, pour moi, c'était juste pour moi et pour ma famille.
OK. En fait, c'était tellement riche et tellement intéressant que je me suis dit: «Je peux pas juste garder pour moi, j'ai envie de le partager, avec les autres, en fait, pour les aider à aller mieux», tu vois? Du point de vue de la digestion, du sommeil et même, certaines maladies. À côté de leur traitement allopathique, on peut les accompagner, très bien en ayurveda. C'est marrant ce que tu dis et ça fait un peu, penser à ce concept en yoga d'Asteya, on dit ne pas voler, mais moi on m'avait aussi expliqué au fait de toujours, ne pas garder pour soi aussi un petit peu ce que tu expliques. Tu dis: «Je pouvais pas garder que pour moi». Exactement. Mmh, Quand tu apprends des choses, en fait, effectivement, c'est bien de partager. Tout ce tout que à tu fait. apprends, c'est pas pour toi, en fait. Mmh C'est mh. une transmission de savoir. D'ailleurs, le yoga et l'ayurveda, c'était des choses qui étaient transmises, de maître à élève, en fait, depuis toujours. Tu sens qu'en fait, ce sont des choses tellement riches que faut pas bloquer le savoir. Il faut vraiment, c'est pas juste donné à toi. Tu es juste un élément, en fait, tu es un véhicule pour transmettre aussi aux autres, en fait, ce que tu as. Mmh. Mais ça enfin, je trouve que c'est une jolie philosophie, c'est une belle manière d'envisager en tout cas ces pratiques, je trouve. Et du coup, est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu, bah, du coup, l'ayurveda? Est-ce qu'il y a des grands principes? Est-ce qu'il y a des concepts? Est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais nous partager? En sachant que et je pense que tu as bien fait de le dire, c'est une matière comme le yoga, je pense qu'il faut énormément d'années, peut-être voire plusieurs vies pour appréhender, toute la globalité de ces pratiques. Absolument. Il paraît, les médecins ayurvédiques, disent qu'en fait, une vie ne suffit pas Mmh pour, mh. apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur l'ayurveda. Il faudrait plusieurs vies. Donc, Mais oui. voilà, je vais essayer de vous résumer un petit peu les grands principes. Après, il y a plein de façons d'approfondir des livres, des podcasts, je vous en parlerai après. Donc, comme je vous disais, l'ayurveda, c'est la médecine traditionnelle indienne, pratiquée dans pas mal de pays. C'est reconnu par l'OMS OK. comme un système de santé. Et certains pays occidentaux, comme la Suisse ou l'Allemagne, l'ont reconnu aussi pleinement. C'est remboursé aussi par leur assurance maladie. D'accord. Voilà, juste pour situer un peu le contexte. Mmh mh. Ouais, c'est important, je trouve. Mmh. Ayur, ça veut dire la vie, en Mmh mh. sanskrit, et Veda, c'est la connaissance. Donc, D'accord. en fait, c'est la connaissance de la vie. La science, Très large. c'est hyper large. On voit vraiment, mais ça englobe toutes les dimensions d'une personne. C'est hyper holistique. On considère l'être humain vraiment dans toutes ses dimensions, en fait. C'est plein de bon sens. Donc, on dit que le grand principe de l'Ayurveda, c'est l'équilibre. On cherche Mmh. à rétablir l'équilibre, à arriver à un certain équilibre. Ce qui est pas bien, c'est des choses qui sont beaucoup trop excessives ou beaucoup trop insuffisantes. La bonne santé et la joie de vivre résident vraiment dans une vie équilibrée. Mmh mh. C'est ce qu'on essaie de chercher. Un des grands principes aussi, c'est que le semblable augmente le semblable. Tu vois, par C'est-à-dire? exemple, tu as un coup de soleil, tu as pris un Mmh coup mh. de soleil et tu rajoutes quelque chose de chaud dessus. OK. Ça va pas le faire, tu vois, ça va Non, non, pas bien sûr. Ouais, ouais. soulager, ta douleur. Au contraire, si tu mets de la glace, tu mets quelque chose de froid, ça va apaiser. Donc en fait, tu viens guérir les symptômes ou ce que tu as, pas en appliquant quelque chose qui est opposé. OK, ça fait sens. Exactement. Mmh mh. C'est hyper logique en fait. Par exemple, l'hiver, tu as froid, tu te couvres. Oui, tu vas manger chaud, enfin Exactement, tu vas manger chaud, effectivement. Et l'été, tu auras plus envie de manger des crudités, manger léger. ouais, L'hiver, tu as plus envie de manger gras, des plats onctueux. Et bah, ça oui. correspond complètement. On rentrera dans l'alimentation un peu plus tard, mais Ouais. ça correspond complètement au cycle de la nature et ce qui se passe à l'intérieur de nous. En fait, on est tous complètement reliés à la nature. En Mmh mh. Ayurveda, l'être humain, c'est juste un microcosme qui reflète le macrocosme. OK. Donc tout ce qui se passe à l'extérieur de nous se passe aussi à l'intérieur de nous. Donc Mmh on mh. est tous liés les uns aux autres et aussi à la nature. Mmh. Une médecine qui est intemporelle, ça fait très longtemps qu'elle existe. On n'arrive pas à dater exactement les origines de l'Ayurveda. Enfin, c'était il y a plus de 10 000 ans. D'autres disent 5 000 ans. En tous les cas, ce sont des connaissances en fait qui ont été transmises aux rishis, ce sont les grands sages Mmh mh. qui ont reçu ces connaissances quand ils étaient dans l'Himalaya, dans un état méditatif. OK, Donc en fait, ce sont des choses qui n'ont pas été inventées par les hommes. d'accord. On dit que ça a été reçu. Ça a été reçu, OK. Exactement. Et de manière orale? Il y a pas eu de traces écrites avant pas mal de Alors, temps? tout est parti de là. Donc les rishis Mmh. les ont reçus quand ils étaient en état méditatif et après, ils ont commencé à écrire. Au départ, OK. en fait, il y a eu une transmission à l'oral
Ouais. Et après, il y a eu des écrits qui sont venus un peu plus tard. Donc l'Ayurveda a été documenté de façon très précise dans certains ouvrages. Mmh. La partie médicale par Charaka et la partie chirurgicale par Sushruta. Et un peu plus tard, il y a eu d'autres ouvrages qui s'appellent Ashtanga Hridaya pour rentrer un peu plus dans le détail des livres. Il y a eu vraiment des choses qui sont très précises sur l'Ayurveda. Et on continue encore à étudier l'Ayurveda à partir de ces textes. Et là, tu parles de, tu as parlé de pratiques chirurgicales, donc Ouais, ça veut dire qu'ils avaient déjà des pratiques de chirurgie dans l'Ayurveda? OK. exactement. On dit même que la rhinoplastie, ça a été inventé par la chirurgie ayurvédique. Ah bon? OK. Un médecin ayurvédique pratiquait déjà, en fait, quand les gens avaient des soucis d'ablation, des choses comme ça, Mmh. pratiquait déjà la rhinoplastie à l'époque. D'accord. Donc oui, oui, effectivement, il y a une branche sur la chirurgie. Tout à fait. OK. Bah, c'est super intéressant, je savais pas du tout ça, tu vois? Mmh mh. L'ayurveda vient aussi de la philosophie Samkhya, comme les Mmh. OK. donc tu sais, avec Purusha et Prakriti, Oui, la bien sûr. constitution universelle et l'énergie qui se de Prakriti qui se mêle pour créer le tout, en fait. Mmh. Donc les origines remontent vraiment et le yoga et l'ayurveda ont des origines communes par rapport à cette philosophie-là et sont complètement liées. On arrive en fait, d'après la philosophie Samkhya, il y a plusieurs étapes. Il y a le Mahat, le Buddhi, etc. Et puis on arrive aux 3 qualités qui sont le Rajas, le Tamas et le Sattva. Mmh. Les qualités de l'esprit, le Sattva étant la conscience pure, le Rajas c'est l'action et le Tamas c'est l'obscurité, l'inertie. Voilà. Un peu Mmh. simple. Et on arrive aux 5 grands éléments. On dit que tout ce qui existe dans l'univers a été créé et créé par les 5 éléments. Ça, c'est vraiment une notion fondamentale en Ayurveda. Et les 5 éléments, ça va être l'eau, la terre, le ciel, quoi d'autre? La Exactement. le feu? Alors, les terres, OK. l'air, le feu, l'eau et la terre. OK. Voilà. Ces 5 éléments constituent en fait tout l'univers et se combinent entre eux pour créer ce qu'on appelle les doshas. OK. Donc là, on parle beaucoup des doshas. Oui, c'est alors moi, souvent, tu vas me dire si c'est juste ce que je comprends, c'est les constitutions un petit peu? Exactement, D'accord. exactement. Donc on rentre un peu plus dans le détail. Donc les 5 éléments sont très importants parce qu'ils sont toujours là et on se base, Mmh. sur les 5 éléments pour expliquer Ouais. tout ce qui existe. Tout ce qui existe a des caractéristiques qui sont liées aux 5 éléments. Donc les doshas se basent en fait, ce sont des paires, OK. qui sont constituées avec les 5 éléments. Tu as le dosha Vata. Le Vata, il est constitué par l'air et l'éther. OK. Tu vois, il est très, aérien, mobile, sec, comme le vent en fait. Mmh. Le Pitta, c'est le feu et l'eau, donc il a les caractéristiques du feu. Et le Kapha, c'est l'eau et la terre, D'accord. avec les caractéristiques de ces éléments-là. Donc quand une personne vient à ton monde, il vient avec sa constitution de naissance, ce qu'on appelle Prakriti. Et là, j'ai juste une question, est-ce que cette constitution de naissance, elle va être héritée des parents ou est-ce que c'est quelque chose qui va être unique à l'être humain? Alors c'est complètement unique à l'être humain. Il y a une D'accord. partie génétique, il D'accord. y a aussi la façon dans l'état psychologique dans lequel les parents étaient au moment de la conception. Il OK. y a la saison, le moment de la conception, il y a plein de choses qui rentrent en compte pour D'accord. déterminer la constitution de naissance. OK. Il y a aussi apparemment une question qui vient de plus loin, de réincarnation, etc. Donc il y a vraiment Ah beaucoup oui. de notions dedans. OK, ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin. Mais donc, dans tous les cas, oui, chaque constitution de naissance est vraiment unique. Chaque OK. personne vient au monde avec une constitution unique, avec une combinaison différente de ces 3 doshas. Par exemple, imaginons, tu as une personne qui est Vata Pitta, qui a exactement les mêmes doshas. Ça ne Mmh. sera jamais dans les mêmes proportions. Mais oui. Donc, les personnes ne vont pas manifester en fait les choses de la même façon. Donc, chaque personne est vraiment unique en Ayurveda. OK. Et forcément, il y a une combinaison de ces 3 éléments. C'est jamais un dosha. Mais tu Et peux oui. avoir une dominante. Tu peux avoir une dominante ou 2 doshas Mmh. et très rarement les 3 dans les mêmes proportions. C'est très, très OK. rare. En Ouais. général, ce sont des doubles constitutions qu'on voit le plus souvent. Et donc toi, par exemple, si on quand on vient te voir en consultation, c'est ce que tu vas pouvoir déterminer? Mais exactement.
Parce que le plus important en Ayurveda, c'est de se connaître. Se connaître, ça permet de savoir qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui est nuisible pour nous et d'adapter en fait notre mode de vie, notre alimentation, notre façon de gérer les choses en fait, tout simplement. Et du coup, pour moi, c'est vraiment fondamental de savoir qui on est. Et effectivement, avoir cette lecture ayurvédique, ça peut être très intéressant. Donc on parle de Prakriti, c'est notre constitution de naissance, qui est un mélange des 3 doshas, avec une proportion variable, qui ne changera jamais. Et à côté de ça, on a ce qu'on appelle la Vikriti. Ce sont des déséquilibres qu'on peut constater de doshas dans notre corps qui s'accumulent par notre alimentation, notre mode de vie, par les saisons en ce moment, etc. L'objectif, c'est de se connaître pour savoir qu'est-ce qui... s'auto-observer en fait pour savoir quand les choses se déséquilibrent dans son corps. Quand il y a quelque chose qui change, c'est de savoir déterminer il y a eu quelque chose aujourd'hui, je sais pas, ça fait 6 mois que je dors mal, donc faut pas attendre en fait pour prendre des mesures, attendre que les choses s'accumulent. Il faut être dans l'action, dans l'action est responsable de sa propre santé. On dit en Ayurveda qu'il faut devenir vraiment son propre médecin. Personne ne connaît mieux que soi-même en fait. Exactement et développer du coup cette conscience pour, comme tu dis, dès qu'il y a un petit déséquilibre, tout de suite être capable de pouvoir mettre en place peut-être quelque chose. Exactement, de l'identifier et ensuite de trouver les solutions. Ça peut être l'Ayurveda, mais ça peut être plein d'autres choses, hein. Il y a pas, vraiment, c'est de trouver ce qui nous convient en fait pour remédier au problème. Par exemple, imaginons, tu vois, tu as le type Vata. Tu as une personne qui a le côté Vata qui est dominant chez lui. Donc, pour rentrer un peu plus dans le détail, pour expliquer, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir de quel dosha on est constitué. Parce que ça peut déterminer nos caractéristiques physiques, mais aussi un petit peu les traits psychologiques. Donc, un Vata a une corpulence plutôt mince. Il a des difficultés à prendre du poids. Donc, c'est une personne qui reste plutôt mince, sauf si il fait beaucoup d'excès. Sa digestion est plutôt irrégulière et peut souffrir de sécheresse. Tu vois, de ballonnement, de constipation, des choses comme ça. D'accord. C'est le dominant Vata. Il a naturellement un mental qui est un peu plus agité parce qu'il y a l'élément air et éther, tu vois, en lui. Donc, il a plus de mal à se poser. C'est une personne plus irrégulière. Ce sont des gens qui sont très créatifs, qui ont beaucoup d'idées, très enthousiastes, mais changent souvent d'avis. Et là, par exemple, le fait de le savoir, je trouve que parfois c'est libérateur. De savoir, tu vois, on peut avoir ce genre de choses dans notre corps qui nous constituent, qui font qu'on a ce fonctionnement. Et qu'est-ce qu'on fait du coup pour mettre en place des choses pour s'ancrer. Par exemple, tu vois, ça peut être le yoga, ça peut être une alimentation adaptée, des choses comme ça. Oui, c'est pas une fatalité. C'est pas parce que, voilà, c'est au contraire, tu vas essayer d'équilibrer finalement ces caractéristiques. C'est toujours dans le but d'équilibrer en fait. Il faut savoir qu'il n'y a pas un dosha qui est mieux que l'autre. Bah non. C'est important parce que parfois, quand j'annonce une constitution, parfois les gens sont un peu déçus, ça peut arriver, mais il n'y a pas de mal à ça. Et on a besoin des 3 pour fonctionner. Et il faut savoir que le dosha Vata contrôle en fait tous les mouvements dans le corps. Et aussi la phase, à partir de l'âge de 60 ans environ, on rentre dans la phase Vata, dans la vie. La vie est aussi, en fait, entre guillemets, régie par les doshas. Donc, la phase de la naissance jusqu'à 25 ans, c'est la phase Kapha, la construction, la solidité. Ensuite, c'est la phase Pitta. Tu crées des choses, tu es dans l'action, tu gagnes de l'argent, tu construis une famille. Ensuite, on rentre plutôt dans la phase où on va vers la dégradation. C'est un peu, moi je te le dire comme ça, mais voilà, en fait, c'est la partie fin de vie, en fait. Oui, c'est la vie, en fait. Enfin, je pense que c'est aussi, peut-être aussi libérateur de penser comme ça. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une fin, en quelque sorte. Exactement, que tu peux pas être toujours... tu peux pas avoir la pêche de tes 20 ans, c'est normal, en fait, tu vois. C'est normal. Après, tu as le type Pitta. Donc, le Pitta dominant, il a de l'eau et du feu en lui. Et le feu, tu le vois, tu vois. Donc, c'est une personne qui a une corpulence plutôt moyenne, sportive, et la personne a une très bonne digestion. Des 3, c'est la personne qui a la meilleure digestion. Il a un intellect aigu, donc c'est une personne qui est très intelligent, qui peut mettre en place des choses, qui est plutôt leader, qui va gérer des projets. Il a une autorité naturelle, c'est une personne ambitieuse. Et poussée à l'excès, cette personne peut être colérique. Voilà, quand il est facilement irritable et colérique. Tandis que le Vata, il est plus anxieux.
Ça, c'est vraiment des D'accord. traits de caractère un peu caricaturaux, tu vois? Oui, bien Mais sûr, mais c'est intéressant. heu, Ça permet d'avoir une image. exactement. Donc le pitta pur, quand il est, l'émotion qui le caractérise, c'est la colère, l'irritabilité et c'est le dosha de la transformation, du métabolisme. Donc c'est celui qui régit en fait toute notre, feu digestif, enfin la sphère du feu digestif, le métabolisme et OK, cetera. Le fait de d'accord. transformer les aliments, voilà. En énergie. Exactement et les kappas, donc c'est la constitution qui est formée par l'élément terre et eau. Ce sont des personnes qui sont très solides, avec une structure solide. Et ils ont plus de facilité à prendre du poids que de perdre du poids. Donc souvent la digestion est plus lente. Les personnes kappas, on parle lentement, des gestes, lents. Ce sont des personnes plutôt posées, calmes, qui aiment prendre soin. C'est le dosha de l'amour en fait, le kappa. C'est marrant de voir ces 3 images, ces 3 compositions comme tu les expliques. On imagine bien, comme un espèce de portrait robot, mais bon, ça c'est Mmh. caricatural, j'imagine. Est-ce que ça t'arrive parfois de tomber sur des personnes Mmh qui mh. correspondent exactement, enfin, Mais trait grave, pour trait? ça m'arrive, mais vraiment. Ah, c'est marrant. Mais en plus, ça devient un petit peu un travers parce que maintenant, j'observe les gens, tu vois? Une fois, ça m'est arrivé d'être à côté d'une personne rayonnante et j'ai senti qu'elle rayonnait d'amour, en fait. Donc j'ai dit à la personne: «Je sais», enfin, ça se fait pas parce qu'il faut vraiment poser beaucoup de questions, il faut faire un interrogatoire assez complet, mais je sentais, tu vois? Après, c'est aussi une question de ressenti, hein. Il y a vraiment la partie ressenti, ce qu'on appelle la yukti du praticien qui rentre en compte et je sentais vraiment que cette personne, elle avait du cap à en elle, tu vois? C'était évident. Donc, et comme les Vata, quand tu as des personnes qui sont très agitées, qui parlent avec les mains, qui ont beaucoup d'idées, tu vois? Qui sautent de quelque chose, d'un projet à l'autre, tu sens qu'il y a du Vata, tu vois? Et le Pitta aussi, très, je suis le leader, je vais être le chef, par exemple. Tu vois, tu as des personnes comme ça et ils ont du Pitta dominant, en fait, dans leur caractère. Si tu as du Pitta, imaginons, dans ta constitution, tu as déjà du feu en toi. Donc, si tu manges des choses très piquantes et tu prends des excitants toute la journée, c'est pas bon pour toi parce que ça va venir exciter encore plus le feu. Donc, il faut faire des choses plus douces Oui, en fait, bien pour sûr. contenir, Mmh. pour apaiser le pitta. Mais on vit quand même dans une société qui encourage le vata et le pitta. Tout va très vite, il faut être performant. C'est vrai. Donc, il faut plus aller vers le kapha, tu vois. De temps en Mmh. temps, il faut se poser, il faut prendre soin de soi et des autres et être à l'écoute en fait. Faut peut-être aller à contre-courant finalement de la société, enfin de ce que nous impose la société ou de ce qu'on pense que la société nous impose. Mais c'est vrai qu'on voit par exemple, ouais, dans nos rythmes de vie, avec le travail, avec les études et cetera, en fait, ça va très vite. En fait, on nous demande de tout le temps avoir le même niveau de performance. Absolument, Or, c'est pas c'est possible. juste pas possible. C'est juste pas possible. Déjà, dans la même journée, tu n'as pas la même énergie. Mmh. La journée, est régie complètement par les doshas aussi, tout comme les saisons, tout comme, les Mmh. phases de la vie comme j'expliquais. Donc, heu, de 6 heures du matin à 10 heures du matin, c'est l'énergie kapha qui prédomine. Donc c'est une énergie plutôt douce, Mmh. plutôt, endurante, donc le mental est plutôt paisible. C'est le meilleur moment aussi pour faire du sport un petit peu intensif. Si on a envie de pratiquer OK. quelque chose d'un peu intensif, c'est le bon moment. Pour être dynamisé. Parce que c'est aussi l'énergie qui est vraiment tranquille. Donc, du coup, au contraire, il faut apporter les effets, enfin, les caractéristiques opposées. Meilleur moment pour ça et aussi pour refaire du travail en fait intellectuel, des choses qui demandent de la concentration, des choses comme ça. Et entre 10 heures et 2 heures, c'est l'énergie Pitta. Donc l'énergie Pitta qui est puissante. Le mental est plus aiguisé à ce moment-là. Et aussi la digestion qui est vraiment à son maximum. C'est le meilleur moment pour prendre le repas le plus important de la journée. C'est bien de manger aux alentours de midi. Oui. En Ayurveda, il n'est pas conseillé de manger, tu vois, après 14 heures. Déjeuner espagnol, voilà. Et oui, non, là, on oublie. Et de 2 heures à 6 heures, on bascule en heure Vata. Mmh. Vata, c'est le mouvement, c'est la mobilité, c'est aussi un moment où on se sent peut-être un peu moins tranquille dans sa tête. On est un peu plus agité, tu vois, on peut être anxieux. C'est aussi un moment où on est plus créatif. Donc, on peut faire du travail créatif, on peut s'adonner à une passion, aller se promener, se reposer, faire du yoga doux, des choses comme ça, tu vois, à ce moment-là. OK. Et après, ça repart, donc dans la nuit. Et il est dit aussi que c'est bien de se coucher aux alentours de 10 heures le soir, pas trop tard non plus. Et se réveiller tôt.
Finalement, c'est ce que disent aussi les yogis, hein. Ça peut être un petit peu compliqué à arriver à vraiment, se le caler dans son Ah oui. travail ou quoi, sauf si on est auto-entrepreneur, si on arrive à gérer un petit peu son entreprise comme on veut, là, ça peut être plus simple. Mais c'est vrai que pour la plupart d'entre nous, ça va être peut-être un peu compliqué d'appliquer tout ça. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait appliquer dans notre quotidien de l'Ayurveda? Bien sûr, il y a tout ce qui est l'alimentation, OK. les piliers dans l'Ayurveda. Donc je parlais du feu digestif tout à l'heure, c'est notre Mmh. puissance digestive qui est très importante. Il faut vraiment le choyer, c'est un vrai trésor qu'on a, c'est la chaudière du corps. En fait, il vient nous aider à digérer tous les aliments, mais aussi les émotions. Donc quand le feu D'accord. digestif est en bonne santé, la personne elle est en bonne santé, elle a une bonne vitalité. Quand OK. le digestif, ne fonctionne pas très bien ou quand on donne des aliments à notre corps qui ne sont pas adaptés, qui sont trop lourds, trop compliqués à digérer ou à un moment où on est un peu affaibli, on peut créer des toxines, ce qu'on appelle ama en Ayurveda. Et les toxines, en fait, s'accumulent au fur et à mesure. Ils sont envoyés dans des tissus, dans le corps, dans les endroits qui sont fragilisés. C'est comme ça qu'on crée des maladies. Donc le feu digestif, c'est vraiment très important d'en prendre soin. Et une des façons de le faire, c'est aussi de respecter un petit peu quelques règles en alimentation. Voilà. D'accord. Il ne s'agit pas de devenir rigide. Non. En fait, par exemple, on sait que certains aliments sont bons pour les Vata, pour les Pitta, pour les Kapha. Il ne s'agit pas de prendre des tableaux et de manger que ça. Non, ouais, bien sûr. Ça crée des déséquilibres, forcément. Donc, d'être un peu raisonnable. Et quand on a un gros déséquilibre, imaginons, personne a un gros déséquilibre Vata en ce moment, elle est complètement stressée, pas bien, etc. Donc, ça serait bien d'équilibrer par son alimentation aussi, tu vois, manger des choses chaudes, onctueuses, qui Mmh. donnent du réconfort, des choses comme ça, tu vois. Ou si une D'accord. personne a un excès de kapha, elle a du surpoids, il faut manger plutôt des choses légères pour venir, enfin, c'est du bon sens en fait, Bien sûr. venir contrebalancer en fait ça. En fait, il faut toujours, enfin, de ce que tu me dis, et là, pour vraiment que ce soit concret et cetera, en fait, il faut toujours réussir à trouver finalement, entre guillemets, «le déséquilibre» et de voir qu'est-ce qu'on peut mettre à côté qui est, un petit peu son contraire. Son opposé, exactement. Quand il y a un déséquilibre assez flagrant, quand il n'y en a pas, c'est qu'on est en bonne santé et tout va bien. Oui, bien C'est sûr. très bien. Mmh. En Ayurveda, en fait, on travaille avec les 6 saveurs. OK. Tous les aliments constituent en fait les 6 saveurs. Donc tu as le doux, l'acide, salé, l'astringent et le piquant. Oui. Et on vient soigner avec ces 6 saveurs. Quand il y a des gros déséquilibres, imaginons tu as le vata qui est très déséquilibré, je te dirais, Isa, mange plus le doux, le salé et l'acide en ce moment. Après, il faut D'accord. voir aussi s'il n'y a pas d'autres doshas qui sont déséquilibrés. Mais en gros, en fait, ce sont des saveurs qui sont très nourrissantes, qui vont venir apaiser, qui vont venir nourrir le corps, par exemple, tu vois. Mmh. Si c'est plus le kapha, ce serait plus amer, astringent et piquant pour OK. éliminer les toxines, pour débloquer en fait les canaux qui sont bloqués par le flegme ou par des choses qui obstruent en fait par le kapha. Du coup, le fait de manger des choses qui correspondent en fait à notre déséquilibre vient apaiser le corps et vient Mmh. l'aider en fait à en fait, enfin, diminuer le dosha qui est aggravé dans le corps. Et j'avais une question parce qu'il y a quelques années, j'avais fait un stage en fait de cuisine, yogique où on nous avait justement parlé de ces 6 saveurs et on Oui, nous avait dit que par exemple, si quelqu'un était un peu, tu sais, bec sucré, c'est-à-dire qu'il mange beaucoup de sucreries et oui, cetera, en fait, souvent on se rend compte qu'ils mangent pas beaucoup de choses amères dans leur alimentation et de mettre en fait quelque chose d'opposé, finalement de voilà, manger une petite salade d'endives et cetera, en fait, pouvait limiter les envies de sucré et moi qui suis un peu bec sucré, j'avais testé. ouais. Alors je sais pas, peut-être que c'est ça ou autre chose, mais ça m'avait aidé à être un peu moins attirée par le sucre. Ah oui, oui. De toute façon, on est censé consommer les 6 saveurs à chaque repas. Et voilà, c'est ça et je me rends compte que autant le piquant, déjà j'aime bien le piment et tout, mais autant l'amer, bah, c'est vrai que c'est pas forcément, tu vois? Et je Ah trouve que oui, c'est pas forcément une saveur facile à trouver. j'avoue, moi aussi. J'ai plus de mal avec la mer et l'astringent. Vraiment. Mais alors l'astringent justement, c'est quoi? L'astringent, ce sont les goûts. Par exemple, une banane pas mûre, tu vois, c'est astringent. Ah! Ah, quelque chose l'acidité un petit peu? Quelque chose qui met un peu dans la bouche, qui est un peu, je sais pas comment dire. Par exemple, un carré de chocolat 90%. OK, d'accord. Et Ouais, c'est ouais. astringent. Donc ça, c'est une saveur qui est très bien dans certains cas, tu vois. Ça va venir assécher l'eau du corps, ça va t'aider à perdre du poids, des choses comme ça. Il y a vraiment une finalité en fait dans toutes ces saveurs. Quand tu es en bonne santé et que tout va bien, il est conseillé vraiment d'inclure
les 6 saveurs dans ton alimentation. Ce qui est très important en Ayurveda, c'est aussi comment tu manges, en fait. Oui, L'alimentation, comment tu prépares ton alimentation, d'où viennent tes produits, en fait, d'où viennent tes produits. C'est mieux de consommer des choses fraîches, locales, de saison, etc. Mais aussi la façon dont tu consommes, en fait. Si tu te fais un super repas hyper sain, mais par contre, si tu manges dans des conditions hyper stressées, avec des gens que t'aimes pas, avec des collègues, je sais pas moi, tu vois, dans une ambiance assez malsaine, tu vas pas bien digérer, en fait. non, non, c'est Alors, évident. en discutant des sujets qui sont trop animés. Il est conseillé de manger vraiment dans le calme, et concentré à ce que tu manges, être en pleine conscience, en fait. Ça fait sens et j'aime aussi le fait que tu parles de manger local et manger frais parce que c'est vrai que souvent, on peut entendre que l'ayurveda, voilà, comme ça fait, appel aussi à parfois des plantes ou des choses qui viennent de loin, finalement, le plus important, ça peut quand même garder le fait de manger local, même si c'est pas exactement la plante ayurvédique qu'il nous faut, peut-être juste de manger plus local, plus frais, ça peut avoir autant de valeur pour notre santé. C'est même mieux parce que c'est vraiment adapté à toi. Ce qui est Mmh. dans ton environnement est vraiment adapté à toi. Ouais, exactement. Forcément, ça va venir, c'est ce qu'on mangeait aussi, normalement, les personnes qui nous ont précédés, nos parents et cetera. Donc du coup, notre corps, il a des enzymes pour digérer ce genre de choses. Donc Tout à il est fait. aussi conseillé de manger des choses, qui se trouvent à ta proximité, tout à fait. Donc dans l'Ayurveda, en fait, pour prendre soin de toi, il y a plusieurs axes. Donc il y a l'axe alimentation, Mmh. il y a aussi les plantes. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a des plantes, qui peuvent, nous aider à soulager certains maux, pour nous aider à aller mieux. Il y a aussi la dinacharya. On n'a pas parlé, en fait, ce Non. sont des rituels, en fait, que tu fais D'accord. dans la journée. C'est ta façon de vivre ta journée, en fait. Tu as des dinacharya, c'est le rituel journalier de la matinée. Ratricharya, c'est le soir. Et aussi, tu peux l'adapter à la saison. Pitrucharya. Donc, en fait, c'est très OK. vaste. Notamment, par exemple, ce qu'on connaît le plus dans l'Ayurveda, c'est le gratin, tu sais? Oui, C'est le tout à gratin, fait. ça, on le connaît bien. Donc ça fait partie, en fait, de la dinacharya, de tes rituels pour prendre soin de toi. Boire de l'eau Mmh. chaude, tu as dû entendre parler de ça aussi. Oui, oui. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Enfin, après, surtout en hiver, parce que je sens que c'est mieux, mais enfin, je sens que ça me fait vraiment beaucoup de bien. Oui, tout à fait. Donc en fait, quand on fait une consultation ayurvédique, en fonction de on détermine un petit peu qu'est-ce qui est déséquilibré chez la personne et on donne des conseils vraiment, hyper détaillés par rapport à la façon dont la personne peut inclure certains gestes dans sa vie, tu vois? Pour apaiser, les doshas. Donc ça peut OK. passer par des soins. Donc après, je vais détailler un peu plus les soins. Mmh. Et la dinacharya, c'est aussi quelque chose de très important, en fait. De faire attention à ce que tu fais un peu toute la journée, pas juste ce que tu manges ou tu vois, c'est pas il faut pas être complètement axé sur une chose, c'est vraiment un ensemble qui constitue, la bonne santé, en fait, l'état de bonne Mmh. santé. Mais ça me parle beaucoup ce que tu dis là, je fais un petit lien avec, l'ergothérapie, mais c'est parce que c'est vraiment relié. Nous, on envisage toujours la personne sous 3 angles au minimum. C'est-à-dire elle, ce qu'elle est, Oui, son environnement, comment il vit dans son environnement et ses occupations et donc ses occupations, c'est toutes les activités que la personne fait dans la journée et quelque chose qui est très important pour nous, c'est d'avoir une idée de sa routine et en fait, parfois, on va se rendre compte que là où on peut avoir accès à, peut-être plus de d'autonomie pour la personne, ça va être en agissant sur les routines. Alors, pas forcément que sur l'environnement ou que sur la personne, en fait, on se rend compte que la routine en elle-même et c'est un petit peu, j'ai l'impression, ce que tu décris là, exactement ça, c'est c'est exactement super important. ça rejoint complètement ce que tu dis. Mmh mh. Imaginons une personne a envie de prendre soin d'elle, elle se lève tôt le matin, elle fait du yoga, des pranayama et ensuite, elle mange très bien, mais par contre, le reste de la journée, elle fait un peu n'importe quoi. Ouais, Bah, c'est pas bon en fait. Limite, il vaut mieux se lever un peu plus tard, se reposer et il faut vraiment réajuster en fait les choses, même si on sait qu'il y a des choses qui sont bonnes pour nous. L'objectif, c'est mmh, pas de faire que des choses bonnes et à côté de se permettre d'accumuler des choses moins bonnes en fait. exactement. Mais j'aime beaucoup ton discours parce qu'en fait, il est applicable et il est, plein Adapté. de bon sens et adapté, tout à fait. En fait, l'Ayurveda, c'est vraiment très personnalisé. Tu vois, ce qui est bon pour toi, ça peut être très néfaste pour moi et inversement. Exactement. C'est vraiment ce sont des conseils qui sont ultra personnalisés. Mmh mh. Par rapport à notre situation. Donc, dans l'Ayurveda, tu as différents types aussi. Donc, tu as l'alimentation, la dinacharya, on a parlé, l'exercice physique qui est très important Oui. aussi.
et tout ce qui est soins corporels. C'est encore un autre axe qui a une panoplie énorme de soins corporels en Ayurveda. Souvent, peut-être tu as dû entendre parler des cures ayurvédiques, tu sais? Ouais, cure ayurvédique, les massages ayurvédiques, Ouais, enfin, c'est vrai qu'on connaît beaucoup ça, mais je pense que c'est qu'une petite partie. exactement. En fait, les cures ayurvédiques, souvent on fait référence au ce qu'on appelle les panchakarma. Ce sont des cures un peu détox que tu vas faire dans des cliniques en Inde. Elles font des choses beaucoup plus poussées en fait pour pouvoir déloger les doshas qui sont accumulés dans ton corps. Ça passe par des thérapies de purgation, des choses comme ça. Ça, on ne va pas rentrer dans le détail, mais par contre, je vais parler des choses qu'on peut appliquer chez nous en Mmh. France et qu'on peut faire même à la maison. Donc, tu as les massages à Abhyanga. Alors ça, c'est quoi? Ce sont des massages à l'huile chaude, tout simplement, OK, tout simplement, d'accord. que tu peux te faire toi-même. Mmh. Conseillé de se masser en hiver, si tu n'as pas trop de toxines accumulées, bien sûr. De se masser avec l'huile de sésame, une huile adaptée, que tu fais chauffer au préalable, tu te masses le corps en fait. Pendant l'hiver, ça apaise le corps, ça apaise l'esprit, ça facilite la circulation, tu vois, ça élimine aussi les toxines. Il y a vraiment beaucoup de bienfaits à ce massage. C'est ce qu'on connaît le mieux et finalement, c'est très bien en fait. Mmh. On vient aussi insister sur certains points marmas quand on les connaît. Les points marmas, en fait, ce sont des points d'énergie qui sont situés dans le corps. On connaît les 7 chakras. Ouais, carrément, ouais, ouais. Mmh. Pourtant, les carrefours, mais en fait, tu as plein de points dans le corps qui sont au OK. nombre de 107, qui sont disséminés. Il y en a beaucoup au niveau de la tête. Donc, quand tu te fais un massage, même si tu ne sais pas où sont situés les points marmas, mais si intuitivement, tu peux venir, par exemple, si Mmh. tu as mal à la tête, tu peux te masser au niveau des tempes, tu vois. Ouais. Tu vas venir stimuler tes points marmas qui sont situés là. Si tu es enrhumé, tu vas venir stimuler les points marmas qui sont situés au niveau du nez, par exemple, tu vois. OK. Ce sont des choses qu'on peut faire intuitivement tous les jours. Après, tu as le massage qui est à sec, avec des poudres ayurvédiques qu'on appelle Udvartana. C'est plutôt un massage amincissant pour déloger les toxines, qui se fait avec des poudres OK. assez sympas. Ça rend la peau très douce. Super. Après, ce que j'aime bien aussi, moi, c'est le Nasya. Nasya, en fait, c'est un soin du nez. Tu viens mettre quelques gouttes d'huile, Mmh. idéalement l'huile ayurvédique Anutelam ou alors l'huile de sésame. Si tu fais toi-même à la maison, c'est bien de ne pas dépasser 2 gouttes dans chaque narine. Tu peux en mettre, te masser pour faire pénétrer tout ça. Ça vient lubrifier le nez et ça vient calmer, apaiser le mental. C'est un Ah, c'est top. excellent soin pour la dépression l'hiver, par exemple. OK. L'hiver, c'est pas mal. Après, tu as tout ce qui est thérapie Pindas Veda, ce sont des thérapies par sudation. Donc en fait, on fait des pochons avec soit des poudres de plantes, soit des plantes fraîches, soit du sable, soit du riz cuit dans du lait avec des épices, des choses comme ça. On vient tapoter les personnes, on fait un massage sur la personne en fonction de ses déséquilibres. Et c'est super parce que ça vient en fait renforcer les articulations, ça réduit la douleur, ça prévient l'arthrite. Il y a vraiment beaucoup de bienfaits en fait à ce type de massage. On appelle ça souvent les massages avec des pochons. Et ça, par exemple, si on vient te voir, par exemple, c'est le praticien ayurvédique qui va déterminer peut-être la pratique corporelle la plus adaptée, Absolument. Oui, oui, en fonction de ce que tu as. OK, Absolument. Si tu as des douleurs et que tu as de l'inflammation, c'est un très, très bon soin, tu vois. d'accord. Après, tu as aussi des soins de nez, je vais juste parler, des yeux et des oreilles. Tu as OK. plein d'applications, de choses pour nettoyer les yeux, les oreilles, et cetera. Ce qui est le plus connu, c'est le Netratarpana. Donc, on construit des espèces de puits autour des yeux avec une farine spéciale. Mmh. Et remplir en fait avec des huiles médicalisées, en fait, ayurvédiques, ou du ghee surtout, OK. du ghee, avec des plantes. Enfin, et en fait, ça va venir nettoyer, ça va régénérer les yeux, améliorer la vision, des choses comme ça. D'accord. Ça aussi au niveau des oreilles, ça s'appelle le Karna Purana. OK. Voilà. Après, ce qui est très connu aussi, le joyau de l'Ayurveda, c'est le Shirodhara. C'est un filet d'huile qu'on vient couler Mmh, oui. au niveau du front, comme ça, en fait, dans un certain rythme. Tu suis un certain rythme, en fait, ça va venir vraiment apaiser le mental. OK. Ouais, c'est un super soin à recevoir. Ça peut traiter plein de choses, apaiser l'esprit, l'insomnie, la dépression. Tu as aussi des bastis, ce qu'on appelle des bastis, ce sont des puits, un peu comme pour les yeux. Tu crées des espèces de puits. On le fait souvent quand tu as des douleurs au niveau de la région lombaire, Mmh. ou au niveau des cervicales ou des genoux. Donc on fait couler, on fait pareil, des huiles ayurvédiques adaptées. On laisse comme ça et puis après on renouvelle.
OK, d'accord. Ça, c'est pour, venir en fait réduire les douleurs et nourrir en fait ces endroits-là. Donc ce sont Et des c soins, après il y en a plein d'autres, hein. Vraiment il y en Ouais, a ouais, j'imagine et ça peut être très complémentaire à un suivi, médical, à absolument. voilà, c'est toujours en complémentarité, Oui, dans notre suivi et tout le monde travaille en bonne intelligence. exactement, exactement. Imaginons qu'une personne a, une maladie, elle a un suivi, médical, elle peut très bien venir, consulter un praticien ayurvédique pour recevoir des soins, pour soulager aussi ses symptômes et son état. À force de Mmh. répétition, la personne elle va vraiment savoir améliorer, sa qualité de vie. Oui, Ça oui, voilà. Après, c'est important, je pense que le mé prof enfin, les autres professionnels de santé soient au courant de tout ce qui est fait, comme ça il y a pas, forcément d'interaction, quoi. de toute façon, tout est complémentaire, hein, Exactement. complémentaire, donc il y a aucun souci. Mais en tout cas, je suis impressionnée de tous ces soins, corporels qu'on connaît pas forcément. Enfin, c'est vrai que souvent on entend parler des massages, mais on sait pas tout ce qu'il y a derrière. Exactement. Donc je trouve que c'est intéressant et comme tu dis, voilà, que ce soit vraiment complémentaire à plein d'autres choses et que ça s'inscrive, bah, ouais, dans une vision très holistique de la personne et justement, le yoga aussi s'inscrit dans cette vision holistique et cetera et tu nous disais en tout début de podcast qu'ils avaient des sources communes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, bah, voilà, tous les liens qu'il peut y avoir entre yoga et ayurveda? Absolument. Donc le yoga et l'ayurveda ont les mêmes origines. Ils viennent Mmh des mh. Védas, en fait, et de la philosophie Samkhya. La notion de Purusha, Prakriti, la conception de l'univers, en fait, de les 3, Mahagunas, les 3 qualités, Sattva, Mmh. Rajas, Tamas et les 5 éléments et cetera. En fait, ce sont des choses qui sont vraiment communes, au yoga et à l'ayurveda. À l'époque, le yoga était enseigné individuellement, de maître à disciple, comme l'ayurveda. Et le yoga, c'était une thérapie dans le cadre d'un accompagnement ayurvédique, en fait. OK. On conseillait des postures de yoga pour soulager certains maux. Et on a mis l'accent un peu sur le côté postural assez récemment, quand le yoga est devenu plus populaire. En fait, on a créé des cours collectifs. Mais à l'époque, il n'y avait pas vraiment ces notions-là. C'était vraiment pratiqué individuellement et c'était adapté à l'individu. Mmh. Et tout était fait de façon assez conjointe, en fait. Les personnes qui, bah, les maîtres yogis étaient aussi des personnes qui connaissaient très bien l'Ayurveda. On parlait l'autre jour de Iyengar, en fait, Mmh. qui connaît très bien l'Ayurveda. Et, et ça vient sûrement de là, le fait qu'en fait, il déconseille, par exemple, d'effectuer des postures d'inversion pendant les règles. Parce que ça vient bloquer le dosha Vata, en fait, qui s'occupe de tout ce qui est circulation dans le corps. Tu as le sous-dosha de Vata qui s'appelle Apana, Apana Vata, qui aide le corps à éliminer de tout ce dont il n'a pas besoin, qui doit s'écouler Mmh. vers le bas. Donc, si tu fais des inversions pendant très longtemps ou un moment inopportun, quand tu as des menstruations par exemple, tu peux venir bloquer cette énergie-là. Donc, c'est pour ça Mmh. que dans le yoga Iyengar, c'est pas conseillé, par exemple, tu vois. Oui, voilà, c'est pas conseillé. Après, je pense que comme tu l'as aussi dit, tout est question d'équilibre et tu l'as bien dit, si on fait ça pendant très longtemps, c'est sûr que si on fait 5 jours d'inversion pendant qu'on a les règles, bon, c'est peut-être pas même moi, parfois, je pense que je n'aurais pas l'énergie pour. Je pense que c'est aussi une question de, voilà, De bon savoir sens. s'écouter et Et de bon sens. comme tout, c'est de bon sens. Si tu as vraiment Exactement. envie de pratiquer des inversions, c'est quelque chose qui te fait du bien, Mmh, il faut le faire. C'est comme l'alimentation, tu vois. S'il y a des c'est choses ça. que tu as vraiment envie de manger, mais que ça, c'est pas bon pour toi, mais tu le mets, tu manges en t'obligeant, comme si c'était une corvée, que t'es pas bien de le faire, bah ça va pas te faire du bien au final. Tout à Donc fait. c'est autre chose. C'est pareil en fait, dans tout, c'est vraiment une question de trouver ce qui est bon pour nous. Je pense que ça peut aussi permettre d'envisager la chose un petit peu différente, peut-être justement d'adoucir sa pratique. C'est-à-dire se dire: «Bon, ben voilà, ça va peut-être bloquer à ce moment-là certaines choses, donc si j'ai envie de pratiquer des inversions, bah, je peux les pratiquer, mais peut-être des inversions plus douces, peut-être un peu moins longtemps». En fait, trouver finalement son équilibre. C'est exactement ce qui nous fait du bien. Les règles, c'est vrai que c'est une phase où le corps est plutôt fatigué. Ah oui, C'est bien de mettre l'accent sur le repos, donc bien exactement, au début des règles et puis quand on a retrouvé l'énergie, d'aller vers des choses plus énergiques en fait. Donc c'est vraiment exactement. s'adapter en fonction de notre niveau d'énergie. Mmh C'est mh. juste, finalement, c'est juste le bon sens en fait, hein. Tout à Ne fait. pas se forcer à faire des choses juste parce qu'on s'est dit: «Aujourd'hui, j'ai ce programme que je dois faire». Ouais, non. Et l'ayurveda en fait, c'est la médecine qui s'occupe du corps
la partie en fait vraiment qui gère le corps, et c'est aussi une médecine préventive. OK. On essaie d'éviter l'apparition des maladies. Donc, on Mmh vient mh. observer le corps, on vient observer les changements, les choses qui viennent perturber, et on essaie de réajuster en fait, tu vois, pour éviter que les choses s'accumulent et finissent par créer des maladies. Et le yoga, c'est plutôt la partie un peu spirituelle en fait. C'est vraiment D'accord. très Ouais, lié à ouais. la partie spirituelle dans le sens où ce qu'on cherche à faire avec le yoga, c'est d'arriver au moksha, c'est la libération, le salut, tu vois. Et les asanas, les postures font partie euh, d'une des voies pour y parvenir, mais ce n'est pas le seul, il y en a plein d'autres en fait. Il y a beaucoup de pratiques qui sont intégrées au yoga. Et on sort en fait, les deux choses vont vraiment très très bien ensemble. Et l'Ayurveda aussi nous aide à nous accomplir. Donc pour moi, c'est vraiment deux choses qui sont hyper complémentaires. Mmh mh. Et on parle aussi, tu sais, des yogas ayurvédiques. Tu entends Ah non, moi j'ai jamais entendu parler de ça. c'est très à la mode, le yoga ayurvédique. En fait, c'est tout simplement d'adapter, en fait, je pense. Je n'ai pas fait de formation particulière sur le Ouais, yoga, ouais, ouais. mais d'après ma compréhension de l'Ayurveda et du yoga, je pense que c'est adapter ta pratique par rapport à ta constitution, ou par rapport à ton déséquilibre, ou par rapport au moment de la journée. OK. Tu vois, par exemple, le matin, il vaut mieux faire une pratique un peu dynamique, Mmh mh. donc qui est un peu anti-kappa, tu vois, parce que c'est l'heure kappa. Et le soir, plutôt, enfin, si c'est en heure vata, c'est de faire une pratique plus ancrante, qui te donne la stabilité, tu vois. Pas un yoga, ashtanga, par exemple, tu vois. Mmh. C'est vraiment venir adapter par rapport à ta constitution. Si t'es une personne vata, on va dire, tu sais, qui est très, qui aime beaucoup le changement, etc. Donc, il faut faire une pratique un peu qui t'apporte de la créativité, qui varie. Mais Mmh c'est bien mh. aussi d'inclure beaucoup de postures d'ancrage, en fait. OK. Mais c'est intéressant, enfin Et ça paraît ah mais oui, mais ça paraît hyper logique. bah oui, c'est ça. Et le Pita, lui, il est très ambitieux, donc il a envie de se dépasser. Une compétition pour lui, le yoga aussi. Donc du coup, ce qui est bien, c'est vraiment venir se recentrer sur lui, sur ses sensations, sur son corps, ne pas regarder ce qui se passe à côté, sur le tapis du voisin, et de faire des choses en fait en fonction de son ressenti. Ne pas se challenger davantage, parce que dans sa vie, il est toujours très il aime les challenges. On en revient à la connaissance de soi en quelque sorte. Et oui, tout à fait, tout à fait. Et le capable aussi de pratiquer des choses plus énergiques. Lui, il peut se permettre. Pour le coup, oui. Ouais, le beau mot, ça lui fait du bien. Ah, c'est intéressant et je trouve que c'est marrant enfin marrant, c'est pas le bon mot, mais je trouve que c'est marrant de la manière dont tu amènes, justement des applications très concrètes, y compris sur le tapis et en dehors du tapis, parce qu'on est vraiment sur la connaissance de soi et ça, c'est un travail, bon, bah, qui se continue, tout le temps et que ce soit en ayurveda et en yoga, en quelque sorte. Absolument. C'est un mode de vie, en fait. Tout à fait. Une philosophie que tu appliques dans ta vie de tous les jours. Absolument. Je crois que l'épisode va bientôt toucher à sa fin. En tout cas, j'ai pas vu le temps passer, Rwandi, donc déjà un grand merci. Et je me dis pour les personnes qui peuvent peut-être, vouloir aller un peu plus loin, est-ce que tu aurais des ressources à partager? Ça peut être des livres, des podcasts, enfin à quoi tu penses? Alors, je pense au podcast Ayurveda avec OK. Nathalie et Lorraine, qui abordent beaucoup de sujets sur l'Ayurveda, le yoga, les différentes phases de la vie, qui est très complet. Donc, vous pouvez écouter le podcast Ayurveda, c'est pas mal. Après, au niveau des livres, moi, j'ai plutôt des livres académiques Mmh. pour apprendre. Donc, j'ai pas beaucoup de livres un petit peu généraux, on va dire, avec des Ouais. connaissances générales, mais il y a quelques livres qui sont plutôt pas mal. C'est Ayurveda, la vie est un équilibre, de Mmh. Maya Tiwari, sur OK. l'alimentation. Il y a aussi une petite explication sur les doshas, etc. Le livre de Deepak Chopra, La santé parfaite. Mmh. Un livre de Dr Vasant Lad, Mmh. Ayurveda, science de l'auto-guérison. OK. Il a fait beaucoup de livres qui sont très sympas, mais qui rentrent beaucoup plus dans le détail. Par la suite, il y en a plein, des livres sur l'Ayurveda, il y en a Ouais. beaucoup, sur l'alimentation, sur la compréhension globale de l'Ayurveda. Donc, vous pouvez regarder, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont sympas. Maintenant, il y a de plus en plus de ressources aussi en français. Il y a quelques années, il y en avait beaucoup moins, on s'intéresse beaucoup plus à l'Ayurveda, mais si Mmh. vous lisez l'anglais, il y a quand même plus de choses aussi encore. Oui, oui, bien sûr. Mais en tout cas, je trouve que c'est bien déjà que tu partages, toi, tes ressources que tu penses être à partager. Je trouve que c'est toujours intéressant parce que ça peut être un point de départ, en fait, de voir un petit peu,
et ensuite peut-être pour les personnes de se faire leur petite bibliothèque Abs ayurvédique. En tout cas, absolument. Roubandi, j'étais ravie de partager ce moment avec toi. J'ai appris plein de choses et j'imagine que vous aussi. En tout cas, vous nous le direz en commentaire. Je laisse toutes tes coordonnées, Roubandi, en barre d'infos, comme ça, si les personnes ont envie de te joindre, elles pourront. Et tu pratiques, donc du coup, toi, tu partages à la fois du yoga et de consultations ayurvédiques. Exactement, donc moi je suis à Saint-Cloud dans le 92, donc Mmh. je reçois, en cabinet pour des consultations ayurvédiques, pour des soins ayurvédiques, mais je peux aussi faire des bilans, en visio. OK, Des bon, bilans super consultations intéressant. en visio et les cours de yoga aussi, je les fais, face à face. OK, bon, ouais, parfait. Bah, merci encore et puis si vous avez envie qu'on fasse peut-être un deuxième épisode, pourquoi pas une deuxième partie en insistant un peu plus, en approfondissant peut-être un des sujets qu'on a évoqués là, n'hésitez pas à nous le dire. En tout cas, encore merci, Roubandi. Merci beaucoup Isa, c'était un vrai plaisir de faire ce podcast avec toi. Je suis ravie d'avoir pu partager ma passion. Effectivement, s'il y a des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas. Je sais que ça va être bientôt la saison de la détox. En Ayurveda, Mmh. c'est une saison qui est propice aussi, comme en naturopathie, je pense, pour la détox. Donc, il y aurait plein de choses à dire. Donc, n'hésitez pas si vous avez des sujets que vous souhaitez creuser. Ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à À bientôt, bientôt. merci pour votre écoute.